Bonsoir, ne touchez pas à votre poste, vous êtes bien sur BFM TV et je vous le prouve en compagnie d'Amir Weitman. Bonsoir. Alors Amir, tu es un curieux personnage, c'est ta première télé, on va voir si tu es un bon client, ce qu'on appelle un bon client. En tout cas déjà tu es venu avec ta kippa, on a dit pas de signe distinctif. Mais je suis étranger alors ça va. Tu es israélien. Tout à fait. Tu vis à Jérusalem, mais auparavant tu étais genevois. Un genevois. Ah, donc tu as l'accent suisse. Suisse. Bon, et alors tu es un Suisse avec une kippa, déjà tu es bizarre. C'est rare. C'est assez rare. Et à tes heures perdues, tu es également analyste financier. Tu représentes, ai-je lu, 2 hedge funds et une banque étrangère israélienne. En Israël. En Israël. C'est pour ça que tu vis à Jérusalem. Voilà. Et tu publies L'affaire Madoff, le secret de l'arnaque du siècle chez Plomb. Alors, pourquoi tu as décidé de faire un bouquin là-dessus? Parce que des bouquins là-dessus, il y en a eu 2-3. Et puis... Français. Pas en français, certes, mais il y en a eu 2-3. Et en quoi est-ce différent de ce qu'on a pu lire dans les journaux? Parce qu'on en a bouffé... Beaucoup. Ben, en fait, tout simplement, quand toute l'histoire a explosé, j'ai commencé à parler avec des amis de Genève et des relations des professionnels, et je me suis rendu compte très rapidement que ce qu'ils me disaient ne correspondait pas à ce que je lisais dans la presse. Alors je me suis dit, ça va pas, il y a quelque chose qui joue pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent cacher les choses, ou alors les journalistes ne comprennent pas bien de quoi ils parlent? Les journalistes ont fait passer en fait un certain message, mais qui n'était pas le message en fait qui venait de l'industrie, de la place financière de Genève en particulier, mais du monde financier de manière générale. Ouais. Et je me suis dit en fait, après quelques semaines de discussion avec mes amis, mes relations, il faut qu'on fasse passer un autre message. Ce message, quel est-il? Eh bien, il est que le message qui est passé a consisté à dire que les investisseurs, en tout cas les investisseurs professionnels qui sont rentrés chez Madoff, étaient des gens avides de gains, dont l'objectif c'était uniquement de gagner de l'argent. Ils sont incompétents, ou alors ce sont les deux en même temps, et c'est beaucoup trop facile. Ça ne correspond à mon avis pas à la réalité, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Et j'ai en fait essayé de montrer que la fraude de Madoff était beaucoup plus complexe, subtile, complexe et plausible simplement. Et c'est pour ça que des gens qui quand même sont parmi les investisseurs les plus sophistiqués de la planète, les plus intelligents, les plus expérimentés, des gens qui sont dans le domaine des hedge funds depuis 20-30 ans, depuis le début de l'industrie, et ben des gens quand même comme ça se sont fait avoir. Mais normalement, une pyramide de Ponzi, ça s'effondre. Ça s'effondre. Et la sienne ne s'est pas effondrée. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles les gens sont rentrés, parce que justement c'est complètement incroyable de pouvoir penser qu'une pyramide de ce type, qui en général dure 1 an, quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, quelques années, ça doit exploser par définition. Donc le fait que Madoff ait pu faire tenir sa pyramide pendant tant d'années lui donnait une crédibilité. Les gens disaient c'est pas possible. Oui. Si ça avait été une pyramide, si ça avait été une fraude, ça fait longtemps que ça aurait dû exploser. Parce qu'il y a des mecs qui le soupçonnaient, notamment cet Harry Markopoulos, qui à un moment, en 99, dit il y a Madoff qui fricote, et personne n'écoute. Pourquoi? Eh bien, j'ai un chapitre entier là-dessus. En toute simplicité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Une bonne partie des arguments... En fait, moi, ce que je dis, c'est que Markopoulos est arrivé aux bonnes conclusions en suivant le mauvais chemin, le mauvais raisonnement. Et en réalité, beaucoup des arguments de Markopoulos en fait sont très contestables, contestés. Ouais. Je le montre là. Il y a beaucoup de choses qui sont des opinions qui même si elles se sont révélées être exactes après coup, quand on se replace dans le contexte, elles n'étaient pas du tout évidentes. Donc il y a des erreurs qui ont été commises, il y a aucun doute, mais c'était pas du tout évident de dire qu'il s'agissait. Mais normalement, Madoff, il aurait dû être surveillé par ce qu'on appelle la SEC. La commission de régulation. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai aussi un chapitre là-dessus. Mais heureusement, parce que comme tu as fait un livre sur Madoff, si tu n'avais pas les chapitres sur tout ça... La SEC... en fait, ce que j'ai essayé aussi de montrer, c'est que toute la croyance du public envers les autorités de régulation financière, en particulier la SEC, est fondée sur un malentendu qui consiste à dire la SEC va me protéger. Et toutes les victimes, tous les clients de Madoff ont tous dit la même chose, mais comment est-ce que j'ai pu être volé, puisqu'en fin de compte, la SEC, comme tu viens de le dire, c'est la SEC qui contrôlait. Or en fait, juste pour donner un petit exemple pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit, il y a eu l'année dernière 700 000 plaintes et dénonciations qui sont arrivées sur le bureau de la SEC. Ça représente plus qu'une plainte par jour pour un employé de la SEC. C'est intraitable. Donc la SEC n'a pas les moyens de remplir. Donc la SEC n'est pas Dieu. Ben oui. La SEC n'est pas tout puissant. La SEC n'est pas tout puissante. La SEC n'est pas Dieu. Ce qui m'inquiète dans ce que tu dis, c'est que au moment où la crise a explosé, on a dit plus de régulation. Mais tu es en train de m'expliquer que la régulation c'est impossible. Malheureusement.
C'est impossible. Alors il faut arrêter de jouer en bourse, arrêter de s'intéresser aux finances. Non, pas forcément. On peut parfaitement. La régulation, elle est très importante, mais ça dépend qui c'est qui doit réguler. C'est la responsabilité de la régulation. Elle repose essentiellement sur les investisseurs professionnels, c'est-à-dire sur les banques, sur les fonds de pension, enfin sur les acteurs professionnels. C'est eux qui doivent faire leur métier. Maintenant, ceci étant dit, de toute façon, on n'arrivera jamais à arriver à une situation où il y aura zéro vol, zéro problème. Il y aura toujours des voleurs, il y aura malheureusement toujours des gens malhonnêtes. On va toujours risquer de se retrouver dans une situation où le vol existe. C'est malheureux, mais c'est vrai dans la finance, c'est vrai dans n'importe quel domaine de la vie. C'est vrai. Est-ce que c'est un milieu qui les attire, les voleurs? Moi, je pense pas plus qu'un autre. Franchement, non. C'est-à-dire, oui, il y a des voleurs. On prend en même temps. C'est plus facile de piquer du pognon dans cet univers-là que même au casino. Je suis pas sûr. Ça dépend. C'est pas tellement évident. Je suis pas du tout sûr. C'est un environnement qui est très 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 contrôlé, où les gens font très attention à leur réputation, où c'est pas tellement évident. C'est-à-dire, le problème, c'est que c'est très spectaculaire. Quand il y a un vol, alors tout de suite ça fait les grands titres et on se dit la finance, etc. Quand on regarde en réalité dans la réalité, en termes de pourcentage de vol par rapport à l'activité générale, je suis pas persuadé que ce soit plus que dans un autre domaine d'activité. Alors psychologiquement, comment est-ce que tu qualifierais Bernard Madoff? Un gangster, un voleur, une crapule, une ordure, ce que vous voulez. C'est le prince du mal? C'est le prince du mal, c'est le génie du mal. Mais il jouit de voler les autres ou il est pris dans un système et il peut plus s'arrêter? Quoi, il peut plus s'arrêter de voler? Ben, je sais pas, il ose pas dire, voilà. Alors il vole encore d'autres personnes? Ben, j'en sais rien. Hein. Ben non, moi je crois pas à cette thèse. C'est ce que lui-même a dit devant le tribunal, moi je n'y crois pas une seconde. Moi je pense que cette personne est une racaille, une crapule depuis le début. Ça fait 50 ans que cette personne vole, j'en suis intimement convaincu, bien que je ne puisse pas le prouver, ça va sans dire. Mais je pense qu'une personne qui a pu pousser le meurtre financier, le terrorisme financier, appelez-le comme vous voulez, mais quelqu'un qui a pu montrer tellement de sophistication dans le vol, et Elie Wiesel l'a très bien montré. Il a fait deux repas avec Elie Wiesel, un prix Nobel de la paix, rescapé de la Shoah, etc. Et il le vole. Il a volé Spielberg aussi. Spielberg. Il était prêt à tout. À tout. Il a absolument aucune forme de sentiment, de conscience, rien. Donc pour toi, c'est le diable. C'est le diable. Alors la SEC n'est pas Dieu, mais lui, c'est vraiment le diable. C'est emmerdant. Il y a plus de méchants que de bons dans ton histoire. Malheureusement. C'est quand même assez effrayant. Est-ce que l'anecdote qui est assez incroyable du 11 septembre est vraie? Oui, elle est vraie. Donc raconte-la, il annonce en réunion. Alors c'est très simple, moi j'ai eu la chance par hasard, mais j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui était en réunion avec lui le 11 septembre 2001 le matin. Donc il arrive à la réunion, je sais pas, un quart d'heure avant les attentats, il commence à discuter, small talk, etc. Et alors que la réunion n'était pas encore arrivée au stade où en fait on est rentré dans le vif du sujet, il y a le premier avion qui rentre dans la tour nord du World Trade Center. Et alors là, c'est absolument incroyable parce que au tout début, on pensait que c'était un accident dans les premières minutes. Sûr. Tout le monde s'est dit c'est un accident, c'est terrible. La présentatrice de CNN affolée, regardez les morts, les blessés. Tout le monde paniquait. Et Bernie Madoff pas du tout. Bernie Madoff, froid comme une statue, regarde la télévision comme ça et dit c'est pas un accident, c'est un attentat, c'est Ben Laden et Al-Qaïda. Que les gens ne connaissaient pas tant que ça à l'époque, il faut s'en souvenir. Et il est là et dit le marché va fermer aujourd'hui, il va pas ouvrir aujourd'hui plus exactement. Il va rester fermé maintenant dans les prochains jours. Quand le marché va ouvrir, le marché va baisser. Il va continuer à baisser pendant plusieurs jours. Il avait déjà calculé dans sa tête en quelques secondes combien d'argent il avait perdu, soi-disant. Comment il allait récupérer sa perte. Il a dit c'est pas grave, je vais acheter des options put. Des options put, c'est des options qui nous permettent de gagner quand le marché baisse. Donc je vais gagner des options put. Il a construit en quelques secondes ou quelques minutes tout un scénario dans sa tête. Et le client qui était en face de lui, il était complètement abasourdi. Et il était encore plus abasourdi 2 semaines plus tard quand il s'est avéré que tout ce qu'a dit Bernie Madoff en direct c'est avéré exact. Et ce que tu dis, c'est effrayant parce que ça va apporter de l'eau au moulin de toutes les théories de la conspiration. Non, c'est simplement un génie. Il a compris, il a eu la capacité de comprendre immédiatement ce qui s'est passé. Il en savait rien 10 minutes avant qu'il allait y avoir un accident. Oui, mais comment il sait que c'est Ben Laden? Il a deviné. Il s'est dit c'est probablement Ben Laden. Et ça relève du génie, ça relève d'une capacité d'analyse qui est phénoménale, qui est hors du commun.
Et évidemment, l'investisseur a continué, mais il était déjà investi avant chez lui, mais il a continué, il a laissé son argent, il a rajouté de l'argent, et ensuite il a été raconter ses petits copains, mais vous vous rendez compte ce qui s'est passé. Mais Amir, si c'est un génie, il va terminer sa vie en prison. Aucun doute. Pourquoi on lui donne pas une peine d'intérêt général et qu'il mette, alors cette fois-ci, son génie au service positif de la finance? Mais il y a quelqu'un qui a proposé ça, j'ai vu ça dans un des articles, quelqu'un a proposé ça, c'est une très bonne proposition. Moi, parce que même si c'est le génie du mal, il peut se racheter. Moi, je suis d'accord. Il peut essayer de faire du bien, parce que finalement, le fait de le mettre en prison, ça change quoi? Ça change rien. Ça va rembourser les gens? Rien du tout. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il devrait ouvrir des cours dans le domaine de la fraude, dans le domaine comment les gens doivent se protéger de fraudeurs. On devrait le payer, et avec l'argent qu'il obtient, il devrait aller essayer de rembourser un tout petit peu de ce qu'il a volé. Ça fera pas grand-chose, mais ce sera toujours quelque chose de pris. Il faut qu'on écrive une lettre aux Américains, on leur propose parce que on l'écrit après. On va faire une lettre. Amir Weitman et Carl Zero, une proposition. On a une idée, on propose que Madoff fasse une peine d'intérêt général jusqu'à la fin de ses jours. Absolument. Il aidera, par exemple, les gens surendettés, tu vois. Voilà. Il les aidera à trouver des solutions. Excellent. Non, mais il peut servir à quelque chose. Une autre chose qui m'a étonné, j'ai vu que son fils avait fait le coup de poing récemment dans un restaurant, je crois. Il est très nerveux. Oui, bon, on peut comprendre. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais comment vit la famille Madoff aujourd'hui? Écoutez, je me fais pas trop de soucis pour eux, en toute sincérité. Je me suis pas intéressé à la question. Ils ont encore de l'argent. Non, ce qu'il faut savoir, c'est ils disent qu'ils ont rien. Non, mais du point de vue, non, c'est pas vrai. Du point de vue légal, pour l'instant, on n'a pas réussi à prouver leur culpabilité. Je suis d'ailleurs pas sûr qu'ils soient coupables. Je ne me prononce pas. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas coupables. Dans la mesure où ils ne sont pas coupables, ce qui est leur propriété reste leur propriété. Donc, ils ont toujours l'argent. La Madame Madoff a encore ses 65 millions de dollars. Et les fils Madoff ont, je sais pas, quelques dizaines de millions de dollars. Et finalement, il y a eu 65 milliards de dollars envolés. Mais est-ce qu'ils existaient ou ils étaient fictifs? Fictifs. C'est-à-dire pas tous, mais la majorité de cette somme est une somme fictive. Pour expliquer en quelques secondes, admettons que, en fait, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, disons que toi tu es Madoff, moi je suis Amir. Je suis l'investisseur, j'arrive, je te donne 100 €, je te dis, bon, maintenant tu vas me faire fructifier ça. J'ai, disons, obtenu 15% de rendement, soi-disant. Donc j'ai l'impression que j'ai 115. En réalité, il n'y avait pas 115, puisque c'était tout à fait fictif. Donc il y avait toujours 100, mais il y avait moins que 100. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vendeurs. Mais il y avait des vendeurs, il y avait des intermédiaires. Donc Madoff a distribué des commissions. J'ai des gens à payer. Je t'en pique un peu au passage. Voilà, exactement. Donc en fait, tes 100, finalement, il reste 60. Voilà. Et moi, mais dans la première année, disons, il en reste pas 60, il en reste, disons, 92, 15, je sais pas. Et puis, l'année suivante, les 110 que moi je pensais avoir, maintenant, ils sont déjà 130. Mais les 95 sont plus 95, ils sont 90, etc. Donc, après quelques années, en fait, on se rend compte que, une personne a l'impression d'avoir 250, en réalité, il reste 50. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la réalité. Donc la somme est totalement fictive. En réalité, c'est pas si difficile de dire. Ce qui est terrible, c'est qu'évidemment tous ceux qui croient qu'ils ont 250 vivent sur un train de vie de 250. 250. Et puis surtout qui vivent avec l'argent des autres. Et toi-même, tu me disais en coulisses que tu n'avais pas perdu d'argent dans cette affaire-là, mais que dans ce monde de la finance, tu as perdu beaucoup d'argent. Ah bah mais ça c'est sur le marché, hein. Ouais. Donc tu regrettes pas de faire ce métier-là? Non. Il faut apprendre la valeur des choses dans la vie, ça m'a pris une très bonne leçon. Je pensais que la voie du rabbinat pouvait aussi t'attirer, vu que maintenant tu as la kippa non-stop. Voilà, non-stop, ça fait déjà longtemps. Non, tu ne veux pas renoncer? Peut-être, on verra. Pour l'instant, je me laisse encore une chance. Ok Amir, merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Alors je recommande ton livre, L'affaire Madoff. C'est formidable et c'est chez Plomb. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Dans un instant, le rappel des titres et on se retrouve pour parler des 2 ans de Nicolas Sarkozy à l'Élysée.